présentation, non pas pour vous expliquer ma carrière, mais pour dire que moi, je ne suis pas prof de latin et je ne suis même pas une latiniste patentée. C'est-à-dire que vous pouvez me coincer, mais alors très facilement, sur le vocabulaire, la grammaire, en fait, sur presque tout. Alors j'ai quand même fait du latin, il ne faut pas rêver. J'ai fait de la 6e à l'Hippocane. Je suis même rentrée à Fontenay en lettres classiques et j'ai immédiatement bifurqué vers la philo. Donc, pourquoi Presse. Et fière de l'être. J'étais persuadée que les langues anciennes seraient mortes 20 ans après. Mais on a le droit de se tromper. Hein. Enfin, pour vous rassurer, quand j'étais directrice du FR à Rennes, j'ai imposé à côté d'une langue vivante une langue ancienne. Donc tout le monde fait ou du latin ou du grec en première et deuxième année de licence. C'est pas mal. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais vous racheter. Bon, alors pourquoi en fait, j'en ai traduit beaucoup d'auteurs latins du XVIIe. Pourquoi? Parce qu'en travaillant sur Spinoza, on s'était dit avec Moreau que ce qui serait intéressant, c'est de lire tous les auteurs que cite Spinoza, ou qu'il évoque, ou qui sont derrière lui. Et on a, comme ça, j'ai traduit avec Pierre-François Ludwig-Meyer, le médecin de Spinoza, après, qui était lui un très bon latiniste. Après, j'ai traduit des gens que vous ne connaissez pas, Lucius Antistius Constans, Clauberg, qui est un logicien ancêtre de la logique de Port-Royal, Grotius, qui est un grand juriste, Hobbes, et puis Lipps. Pourquoi? Parce que, comme m'avait dit Jean-Paul Dumont, mon maître en philosophie ancienne, il a les mêmes initiales que vous. Et puis parce que je crois à la vertu de Constance, et donc j'ai fini par traduire. Je peux le faire passer juste pour que vous voyez la table des matières, mais vous me le rendrez après. J'ai traduit ça, et puis dans le dernier confinement, comme je m'embêtais beaucoup, je suis quand même en retraite depuis longtemps, j'ai traduit un petit opuscule d'Anna Maria van Schurman, une femme savante hollandaise du XVIIe siècle. Alors ces auteurs écrivent un latin plus ou moins complexe, plus ou moins riche, celui de Spinoza n'est pas très riche, plus ou moins marqué d'idiotisme, de germanisme notamment. Et je me souviens d'avoir un jour demandé à Jean-Michel Besnier, qui était prof ici, qui était lui un excellent latiniste, comment tu traduirais ça? Il me dit, on va voir ce que ça donnerait en allemand, puis après on va retraduire. Et ça marchait. Donc la langue est généralement technique, c'est une langue philosophique, avec des effets de style quelquefois, mais ça pose quand même des problèmes de traduction. Si je prends l'exemple d'Anna Maria van Schurman, c'était une femme savante. Elle parlait ou écrivait 10 langues. Elle a même fait une grammaire de l'éthiopien. Mais elle parlait pas... Enfin, c'était pas comme la dame du XVIIIe, elle parlait pas latin avec ses interlocuteurs. Elle parlait avec eux leur langue vernaculaire. Et elle a écrit un petit traité sous forme de disputatio scolastique qui s'appelle Cur convenit feminae Christianae studium literarum, que je me suis amusée à traduire et qui est effectivement assez drôle. Et alors là, première question, féminin. On traduit femme d'abord. Puis après, quand on lit le texte, on se dit c'est pas n'importe quelle femme. C'est une bourgeoise, c'est une rentière, c'est pas une paysanne, c'est pas une noble. Enfin, une noble, si son mari lui laisse des sous. Et si j'ai gardé femme, finalement, c'est parce que c'est le seul terme qui s'accordait avec les adjectifs qui étaient liés. J'avais pensé à un moment de dame, ça aurait été pas mal, mais dame chrétienne, ça allait, mais dans d'autres cas, ça n'allait pas. Donc j'ai gardé femme. Puis après, studium literarum. J'avais commencé par traduire l'étude des lettres. Et c'est bien de cela qu'il s'agit presque uniquement. Mais comme elle dit qu'une chrétienne doit savoir les langues pour pouvoir lire les textes sacrés, mais qu'elle doit faire aussi un peu de physique, d'astronomie, de musique et d'histoire, j'ai choisi de réduire et de traduire pourquoi convient-il à une femme chrétienne de faire des études. De tous les auteurs que j'ai pu traduire, et on se disait avec Moreau en retravaillant le texte de Meyer
celui-là il est tellement corsé que c'est lui qu'on devrait mettre au séminaire néo-latin. Si j'ai choisi Lipse, c'est parce que c'est un bon latiniste, c'est le meilleur. C'est le seul qui soit un universitaire, professeur de latin. Et c'est sans doute aussi celui que j'ai eu le plus de mal à traduire parce que il y avait des formules que je comprenais pas. Alors à ce moment-là, je faisais appel à mes copains profs de CAG dans le lycée de Rennes. Et ils me disaient, mais ça ne veut rien dire, c'est un solécisme. Et je leur disais, oui, mais c'est quand même comme ça dans le texte. Et finalement, on arrive à traduire parce qu'on sent, si vous voulez, la suite des choses. Alors j'ai pris 3 textes de style assez différents. Je vous en ferai lire et traduire un seul. Je vous donnerai ce qu'il y a d'intéressant dans le deuxième, que vous pourrez lire et traduire si vous voulez. Et le troisième, celui sur la rue de vie du professeur d'université, vous lirez en latin et je vous lirai ma traduction. Je pense que ça ira comme ça. Donc, 3 styles. Un style didactique, lorsqu'il expose les théories stoïciennes, et surtout quand il s'efforce sur le modèle de Sénèque, traduisant Platon, de donner des équivalents latins à des termes grecs. Et si j'ai choisi le chapitre 18 sur la définition du destin, c'est parce qu'elle me paraissait, il me paraissait montrer une stratégie qui est la sienne. Et là, on va voir que c'est expliciter un terme unique par des adjectifs, et aussi parce que Lipse, pour faire plaisir à Arthur, fait une référence. Arthur travaille sur Lipse, sur Leibniz, pardon. Et parce que Leibniz dit que c'est là qu'il faut aller chercher la meilleure compréhension du destin chez les anciens. Donc, on aura un style familier dans le passage de la physique où il explique comment c'est difficile d'être professeur, et un style plus littéraire et recherché, celui qui m'a donné le plus de mal, dans un traité philosophique, le De Constantia, où il invoque l'importance des jardins pour la méditation et pour la recherche de la sagesse, mais où les 2 interlocuteurs, on y reviendra tout à l'heure, ont 2 styles différents. L'un décrit le jardin dans toute son exubérance, sa prolifération, avec des mots que je ne trouve pas dans le Gaffio. Et vous avez le droit de corriger ma traduction. Je ne sais jamais s'il y avait une réédition un jour. Mais qui, finalement, quand j'ai réfléchi, décrivent un jardin épicurien. Et puis l'autre, plus sobre, plus ramassé, où on insiste sur l'ordonnance du jardin, on pourrait dire un jardin baroque, un jardin à la française, et qui est un jardin stoïcien. Et la fonction du jardin n'est pas la même. Donc la description du jardin n'est pas la même. Alors d'abord, qui a déjà entendu parler de Juste Lipse? Oh, pas mal. Pas mal. Pas mal. Bon, je peux quand même vous dire un peu qui c'est? Oui. Bon. Donc Juste Lipse, c'est pas un mec sympa, hein, faut dire. Il a été l'éditeur, le grand éditeur de Sénèque et de Tacite à la fin du XVIe. Ça a été un grand professeur de latin, il a même été recteur en Belgique et dans les Provinces-Unies. Et surtout, il a remis à jour le stoïcisme. C'est pourquoi moi j'avais appelé le livre que je lui ai consacré Juste Lipse ou l'apokatastasis du stoïcisme ou la restauration du stoïcisme. Il est né en 1547 près de Louvain d'une famille catholique de petite noblesse terrienne, et son grand-père, Martin Lipse, était un ami d'Erasme. On raconte que la nuit qui précéda sa naissance, sa mère vit en songe 2 enfants blancs qui se promenaient enlacés dans la chambre. Et ces 2 enfants symboliseraient la philologie et la philosophie, qui ont été les 2 amours de sa vie. Bon, c'est un élève brillant et précoce. Il est envoyé à 13 ans au collège jésuite de Cologne, où il apprend le grec, puis à Louvain, où il apprend le droit, et où il fait la connaissance du cardinal Bellarmin. Il est orphelin à 19 ans. Le cardinal Granvelle le prend en affection et l'emmène à Rome en 67-69, donc il a de 20 à 22 ans, où il visite les bibliothèques et les savants.
et je cite, « Le cardinal me traita avec grande bienveillance. Non content de me pousser à l'étude, il m'y aidait même. » Alors ça, là, j'arrive à ce qui m'intéresse. Je tenais sa correspondance latine. Donc, il y a probablement quelqu'un qui fait sa correspondance italienne, mais lui fait la correspondance latine. Mais mes loisirs et mon temps libre étaient consacrés à l'examen des inscriptions, des monuments antiques, de tout ce qu'il y a à voir dans la ville et ses environs. Donc, Lipse finit sa formation à Rome, puis il commence à travailler sur Tacite et il publie son premier travail érudit en 1567. Il a 20 ans et ça s'appelle les Variae Lectiones. Rappelez-vous ça parce que on va en parler tout de suite dans une remarque de Bayle, Pierre Bayle, sur le style de Lipse. Il est d'abord professeur d'histoire et d'éloquence, puis il devient docteur en droit à 30 ans. On lui offre une chaire d'histoire à Leiden. Il est recteur et on lui confie même une fonction d'arbitrage dans un conflit sur la discipline ecclésiastique. En 1584, il publie le De Constantia, inspiré de Sénèque et qui va inspirer Guillaume du Vers, qui connut 80 éditions de son temps, c'est énorme, énormément de traductions. Et cette étude du stoïcisme entreprise pour se délivrer des troubles du temps, Lipse a eu sa bibliothèque brûlée par les conflits religieux. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour un intello que d'avoir sa bibliothèque brûlée? Pour certains, ça sera le saccade, mais pas. Et donc, c'est la première occasion de se livrer à une comparaison précise du stoïcisme et du christianisme. En 89, il publie les Politicorum sive civilis doctrinae libris sex, c'est-à-dire ces politiques qui sont à la fois un miroir des princes, un traité sur les rois protecteurs de la religion, un traité où il affirme avec force qu'il vaudra beaucoup de controverses qu'il ne doit y avoir qu'une seule religion dans un État, et où il défend, paradoxe très osé, que le prince doit savoir unir le renard et le lion, mon thèse de Machiavel, c'est-à-dire user d'une fraude mêlée, c'est-à-dire pas le mensonge pur et dur, pas la vérité toute crue, mais une forme de fraude. Alors je laisse ça de côté, ça ne nous intéresse pas. Il passe donc de ville en ville. Chaque fois qu'il va dans une nouvelle ville, il change de religion. Non, mais il assiste au service luthérien dans les pays luthériens. Il est calviniste. Et calviniste, en fait, il est culminé. C'est ça. C'était en même temps. Oui, c'était en même temps. Et à la fin de sa vie, comme c'est un trouillard, et puis que sa femme est une emmerdeuse, apparemment, qui lui dit qu'il a été damné, il revient à Louvain, près des Jésuites, et il se fait catholique pour de bon, et quand il meurt, il dédie son stylo plume, enfin sa plume, et son manteau de je sais pas quoi, à la Sainte Vierge, pour laquelle il écrit ses derniers traités. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement célèbre comme professeur. On venait à Leiden de toute l'Europe pour étudier avec lui, et quand il finit à Louvain, qui est une très grande université, il a la chance d'enseigner le latin. Pourquoi je dis qu'il a la chance d'enseigner le latin? Parce que quand on enseigne le latin, on n'enseigne pas la philosophie, on n'enseigne pas la théologie. Donc, on n'est pas obligé de prendre position pour ou contre Aristote, pour ou contre saint Thomas. On a le droit de raconter le stoïcisme, ou l'épicurisme, ou le cynisme, puisqu'on ne fait qu'éditer des textes anciens. Et c'est ce qu'il fait. Toute sa vie, il a travaillé sur une édition critique de Sénèque, qu'il publiera à la fin de sa vie, en 1604, mais en même temps, il écrit 3 traités. En réalité, il n'arrivera à en faire que 2, mais il y en a 3 en prévision. Il y en a un qui s'appelle
la Manuductio ad Stoicorum Philosophiam, le manuel de philosophie stoïcienne, qui donne les principaux éléments de la conduite de la vie. Surtout après vient une Physiologia Stoicorum, une physique des stoïciens, où là ils rentrent dans le détail et où ils montrent les conséquences, on dirait aujourd'hui écologistes ou animalistes ou holistes de la théorie stoïcienne qui dit que le monde est un grand animal. Ça, c'est vraiment passionnant. Et puis, il a prévu un troisième tome sur l'éthique qu'il n'a pas eu le temps d'écrire. Alors, je vous lis un petit, juste pour l'amusement, une petite description qu'à la fin de sa vie, en 1600, il envoie de lui-même à son ami Jean Vauvert, qui est son exécuteur testamentaire. Ma vie n'offre rien que ce cours égal et uniforme que tu as vu. Lire, enseigner, écrire. Pour le reste, vivre tranquille et éloigné des affaires. 2 mots encore de moi-même et de mon caractère. Mon corps et ma figure n'étaient pas sans beauté, du moins avant la maladie. J'ai l'air honnête, les sentiments délicats. Mon intelligence est docile et apte à tout, excepté la musique. Mon jugement est juste et droit. Ma mémoire dans mon enfance n'était pas sans étonner mes maîtres. Bien qu'elle s'affaiblisse, elle ne m'a pas encore fait défaut. Il doit avoir une sacrée mémoire parce que ces textes sont bourrés de citations. Et pour les traducteurs, c'est un sacré boulot que de les trouver. Et même vous verrez dans les notes de l'anglais qui a traduit la Constance, à un moment il dit « j'ai pas réussi à trouver cette référence ». Moi non plus. Peut-être que l'un de vous la trouvera. En public, j'ai la parole facile et non sans grâce. Dans le particulier, elle est plus retenue et moins agréable. J'ai aimé le bien, j'ai aimé les bons, et les bons m'ont aimé. J'ai cultivé les sciences, encore plus la sagesse. J'ai fui les procès, j'ai fui les honneurs. Moins vrai. Bon, affable ici et ailleurs, je suis tel enfin qu'on peut me respecter et non pas me craindre. C'est-à-dire, je ne suis pas un prince. Le prince, il doit être craint, respecté, mais non pas haï. Alors, que dire du latin de Lipse? Lipse est un érudit latiniste qui a peu cultivé le grec. Scaliger disait qu'il n'était grec que par provision. Mais il savait quand même assez de grec pour avoir traduit Polybe et de l'aveu de Casaubon lui-même avec beaucoup d'exactitude. Donc il n'était pas mauvais. On a beaucoup discuté sur la qualité de son style qui donna lieu à tant d'imitations médiocres que Bayle, dans son dictionnaire, écrivit. C'est une chose étrange qu'un style latin aussi mauvais que le sien ait pu créer une secte dans la République des lettres. Pour ajouter en note, il faut bien aimer les mauvais modèles quand on est capable de préférer le style de Lipse à celui de Paul Manus ou de Muret. Un style qui va par saut et par bond, hérissé de pointes et d'ellipses, à un style bien lié et coulant et qui développe toute la pensée. Lipse, c'est toujours Bayle qui parle, est d'autant moins excusable qu'il était passé du bon goût au mauvais goût. Il écrivait bien dans sa jeunesse. Le bon style des Variae Lectiones dédié à Granvelle est Cicéronien. Le mauvais style de la maturité est imité de Plaute. Et c'est pour ça que Bayle le critique. Donc, il ne faut pas oublier que Lipse a commencé sa carrière académique comme éditeur de Sénèque et de Tacite. Enfin, Tacite d'abord, Sénèque ensuite. Ça a duré longtemps, 1574-1607. Dans l'allocution au lecteur de son édition de Sénèque, il précise qu'il n'a pas voulu être grammairien. On dirait, je pense aujourd'hui, philologue. Mais qu'il a seulement voulu offrir au lecteur des moyens d'avancer. Et en disant qu'on lira Tacite parce qu'il instruit et qu'il donne des modèles de constance contre les tyrans, d'où son goût pour les formules frappantes, les maximes aisées à mémoriser, les exemples à méditer. Et on trouve tout ça, par exemple, dans les traités de Spinoza.
la foule est violente quand elle est sans crainte, en fait, des choses de genre. Il y a des maximes de Tacite qui se retrouvent partout. Mais on lira Sénèque pour trouver solatium, concilium, exemplum. Une consolation, un avis, un conseil et un exemple. Lipse s'est intéressé aussi à la prononciation du latin. Et après Erasme, qui avait écrit en 1528 un dialogue sur la prononciation correcte du latin et du grec oral, Lipse construit un dialogue entre lui et Muret, De recta pronunciatione. Pourquoi ? Parce qu'il affirme, et sûrement à juste titre, que la prononciation du latin s'est tellement corrompue qu'on ne retrouvera jamais une prononciation correcte. Donc c'est faux. Ce qui pose de graves problèmes quand des diplomates conversent en latin sans arriver à se comprendre. Et ça, si vous y réfléchissez bien, c'est équivalent à ce qui s'est passé entre les Anglais et les Israéliens en 1947. C'est-à-dire des formules qui n'ont pas le même sens pour ceux qui parlent un anglais d'Angleterre et pour ceux qui parlent l'anglais international. Donc le latin classique s'est dégradé, dit Lipse. Pourquoi ? Parce qu'il a été parlé par la foule ignorante, vulgus, et par des barbares, par les Inglais. C'est pas... c'est plutôt réac, comme pensée. Mais peut-être pas faux. Alors, il a préparé, je vous l'ai dit, une édition critique de Sénèque. Mais il fait ça après Erasme, qui en avait déjà fait une en 1515. Seulement, Erasme avait confié en partie la réalisation de cette édition critique à des disciples. Et donc, il a dû la reprendre en 1527. Erasme dénonce la rhétorique du discours de Sénèque. Hein, c'est un rhéteur, il manque de naturel, de simplicité. Son style est abrupt, ses raisonnements sont mal ordonnés, enfin, etc. Donc, il faut lire Sénèque quand on est jeune, parce que ça donne des bons préceptes de morale. Mais quand on est mûr, il faut le laisser tomber, parce qu'il ne faut pas imiter son style. C'est Muret qui incite Lipse à lire Sénèque, et il passera sa vie à reprendre cette édition qui est extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que, outre les corrections philologiques, Lipse, quand il travaille Sénèque, c'est un bon philologue. Erasme, c'est un bon philologue quand il donne une édition critique du Nouveau Testament. Mais Sénèque, c'est pas assez important pour qu'il travaille dedans. Mais outre les corrections philologiques, cette édition se caractérise par une multitude de notes. Et vous savez sûrement que quand on lit le dictionnaire de Bell, ce qui est intéressant, ce n'est pas les articles, c'est les notes. Et quelquefois, quand Bell veut dire une vacherie sur quelqu'un, il ne va pas le dire dans le texte, mais il y aura une note qui renverra à un autre article dans lequel on trouvera la vacherie en question. Et alors, Lipse, il fonctionne un peu comme ça, mais pas pour des vacheries. Dans beaucoup de ses notes, il renvoie à son manuel, à ses manuels. Alors vous me direz, c'est de la publicité. Non, c'est que ce qu'il ne peut pas dire en éditant Sénèque, parce que son problème c'est de donner un texte lisible et correct, il peut le dire dans le manuel. Et en particulier, il le fait tout le temps, reprendre la confrontation entre ce que dit Sénèque, qui n'est pas chrétien, qui est païen, et ce que disent les évangiles ou les actes des apôtres. Et c'est en partie ce travail d'édition qui fit passer Lipse de la position de philologue à celle de philosophe. Dans son introduction au lecteur, il insiste sur le fait qu'il ne veut pas seulement offrir un Sénèque authentique. Son intérêt n'est pas seulement ni même d'abord philologique, mais philosophique. Il faut lire Sénèque pour vivre mieux, plus sagement, plus moralement et plus heureux.
Ces notes sont de 3 sortes. Et en me relisant, ça m'a amusée parce que je me suis dit, finalement, c'est le problème qu'on s'est trouvé avec qu'on a rencontré avec l'édition complète de Spinoza au PUF, et qu'on a tranché en adoptant les 2 premières et en s'interdisant la 3e. Alors, première sorte de notes, des notes philologiques pour expliquer les corrections proposées par lui ou par ses prédécesseurs. Si vous voulez, ça, c'est les notes en bas de page de la page de gauche. Des notes historiques pour expliquer l'arrière-plan contextuel. Ça, c'est ce que nous, on a fait dans les notes en fin de lune. Et des notes philosophiques. Ça, c'est ce qu'on s'est interdit pour que chaque commentateur de Spinoza puisse développer sa propre interprétation. Mais ces notes philosophiques, là, sont pour interpréter Sénèque avec renvoi à ses manuels, c'est-à-dire pour interpréter Sénèque d'une façon qui le rende compatible avec le christianisme. Puisque si la lecture de Tacite doit nous inciter à la prudence, celle de Sénèque doit nous inciter à la sagesse. Et à mon avis, c'est cette volonté constante de réconcilier Sénèque, enfin, pas de réconcilier, ils n'ont jamais, de montrer un accord possible entre Sénèque et le christianisme, qui fait que Lipse, qui est pourtant un bon philologue, a accepté comme plausible la fausse correspondance entre Sénèque et saint Paul. Cette fausse correspondance entre Sénèque et saint Paul, elle comprend 14 lettres qui ont été publiées encore dans l'édition Le Maire des Opéra Omnia de Sénèque, c'est d'ailleurs là où je l'avais reprise, alors même que, et elle est republiée au 19e en disant que ni Saint-Augustin ni Saint-Jérôme n'ont douté de la vérité de cette correspondance, alors même que Erasme dit que c'est pas possible, et que quand on la lit de près, on se dit que c'est pas possible. Bon, c'est vrai qu'il y a des ressemblances entre des propos moraux de Sénèque et des propos de saint Paul. C'est vrai aussi que Paul a vécu à Rome en 61-62 en même temps que Sénèque. Ça, c'est vrai. Mais quand on y regarde d'un peu près, on est frappé par la mauvaise qualité du latin, des lettres de Sénèque, enfin des pseudo-lettres de Sénèque, par la pauvreté du discours. Et Erasme disait, vraiment il n'y a rien dans les lettres de Paul qui soit digne du célèbre esprit paulinien, c'est à peine si on y entend le nom du Christ. Lipse les suspecte un peu. Dans sa vie de Sénèque, au chapitre 10, il dit c'est pas sûr que ce soit lui. Mais il les insère quand même. Parce que le souci d'apparier stoïcisme et christianisme prime sur la rigueur philologique. Et ces 14 lettres très courtes, anecdotiques, pas théoriques, visent à présenter un Sénèque crypto-chrétien. On y fait allusion à l'incendie de Rome qu'on attribua aux Juifs du Trastevere et aux chrétiens. Mais pourquoi montrer un Sénèque crypto-chrétien? Eh bien, pour justifier le fait qu'on donne à lire à des chrétiens et à des jeunes, comme littérature édifiante et morale, un auteur païen plutôt que les textes de l'Écriture sainte. Je veux bien que tu me repasses la Constance. Le texte de l'Écriture. Je crois que c'est dans la préface de la Constance, je ne suis pas tout à fait sûre, qu'il dit, on me reproche on nie que j'ai traité le sujet de la constance avec assez de piété et avec assez de vérité. Pas assez de piété, semble-t-il, parce que je n'en ai traité qu'en philosophe et que je n'ai pas regardé les livres sacrés d'aussi près que j'aurais pu et dû. Ce reproche m'est fort agréable, je veux leur faire une réponse simple et sans phare.
J'aime qu'on me demande avant tout une piété manifeste. Je les avertis seulement de considérer d'abord sérieusement la fin et le but de mon travail. Si j'ai voulu agir en théologien, j'ai eu tort. Mais si c'est en philosophe, pourquoi m'accuse-t-il? On tire des fossés, disent-ils, ce qu'il faudrait tirer de la source très pure des lettres divines. Est-ce là qu'il faut en venir? J'atteste et je réponds de bon cœur que je ne connais pas d'autre voie de salut que celle qui conduit par ce chemin unique et droit, c'est-à-dire l'écriture sainte. Mais cependant, pour le parcourir jusqu'au bout, je pense que les lettres humaines apportent quelques adoucissements et même quelques secours. Je connais le conseil d'Augustin de recueillir les écrits des philosophes et de se les approprier en les arrachant à ses injustes possesseurs. J'ai voulu le suivre. Ai-je péché? J'aurais péché, je l'avoue, si j'avais corrompu ce nectar mystique et pur de notre religion avec quelques vieilles lues nauséabondes, mais j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par purger et clarifier cette doctrine par elle-même sale et crasseuse avec ce nouveau soleil. À qui profite ce qui n'est pas bon? Dans la bataille, nous savons, la cavalerie et l'infanterie font l'essentiel du travail. Méprise-t-on pour autant les archers et les frondeurs? Dans la construction d'une maison, la plus grande gloire et la pratique vont à l'architecte. Supprimera-t-on donc les ouvriers et leurs assistants? Pense la même chose ici. Les lettres divines sont le foyer efficace de la vraie force, de la vraie vertu, de la solide constance, mais ne méprisent pas la sagesse humaine. Je veux dire non pas la vaniteuse, mais la servante utile et calme. Nous ramassons les pierres, le ciment et la chaux de ce vieil édifice de la philosophie écroulé depuis longtemps. Ne refusez pas ce léger profit à l'architecte et accordez-lui d'étendre ce matériau au moins dans les fondations. On retrouvera aussi souvent comme métaphore lorsque les Hébreux ont traversé la mer Rouge, parce que Dieu avait écarté les vagues, les Égyptiens qui les poursuivaient sont morts, mais ils ont laissé leurs chars et tout ce qu'il y avait dedans. Et quand la mer s'est refermée, a renvoyé sur la côte de l'autre côté tous les débris des Égyptiens, les Hébreux ont gardé les casseroles, l'or, enfin, les armes, tout ce qu'il y avait qui était récupérable comme après un naufrage. Voilà. Alors maintenant, j'en viens donc au premier texte, au latin philosophique. En éditant Sénèque, en rédigeant des manuels sur les grands points de la doctrine stoïcienne, Lipse veut d'abord fournir des manuels accessibles aux étudiants et aux lecteurs cultivés. Et en même temps, on y est, cette restauration du stoïcisme qui intègre le christianisme permet de se démarquer d'Aristote et du thomisme. C'est ça, hein. Le stoïcisme contre le portique contre Aristote. Sénèque, considéré comme un des moralistes les plus importants de l'Antiquité, est aussi le philosophe latin qui, dans la lettre 58, a tenté de rendre les termes métaphysiques grecs par des termes latins précis. C'est pour ça que je vous ai fait photocopier une bonne partie de la lettre de Sénèque. Je ne vais pas la lire en entier, mais vous l'aurez pour lire la suite. Sénèque se demande comment traduire ousia. Et il propose essentia ou substantia. Comment traduire to on? Et il propose quod est. Comment traduire eidos? Et il propose la forme. Donc, je lis les premiers paragraphes, puis après, vous lirez la suite tranquillement. Que notre vocabulaire est pauvre, indigent, je ne l'ai jamais mieux senti qu'aujourd'hui. 1000 choses se sont présentées comme nous parlions par hasard de Platon, qui toutes demandaient des noms et n'en avaient point. Quelques-unes en ont mis que par dédain on a laissé perdre. Or, comment pardonner à l'indigence le dédain? Vous verrez aussi que Sénèque traduit, cite des auteurs latins, mais ne cite pas le grec. Alors que Lipse cite toujours le grec avant de traduire en latin. Cette mouche que les Grecs nomment Eustrum, qui chasse obstinément et disperse au loin les troupeaux dans les bois, nos pères l'appelaient Asilum, on peut en croire Virgile, qui nomen asilo romanum est, Eustrum greci, vertere vocantes. On reconnaît, je pense, que ce mot a péri. Pour ne pas le tenir trop longtemps, certains mots étaient usités au simple. Ainsi on disait « cernere ferro interse », vider sa querelle par le fer.
Le même Virgile te le prouvera. Interse coice viros et cernere ferro. Maintenant, décernere est le terme. Le verbe simple n'est plus en usage. Les anciens disaient siuso pour siusero. Ne t'en rapporte pas à moi, mais au véridique Virgile. Vous avez vu, c'est toujours Virgile qui revient. Hein. On le lit tout le temps. Ketera qua iuso, mecum manus inspirat arma. Si je cite avec une telle minutie, ce n'est pas pour montrer quel temps j'ai perdu chez les grammairiens. Mais imagine combien de mots, depuis Ennius, le plus ancien poète, et Attius, la rouille a dû envahir. Puisque dans le poète même qu'on feuillette tous les jours, il en est que l'âge nous a dérobé. Que signifie, dis-tu, ce préambule? Où tend-il? Je ne te le scellerai pas, je voudrais, si faire se pouvait, sans choquer ton oreille, risquer le terme essentia. Sinon, je le ferai en la choquant. J'ai pour caution de ce terme-là Cicéron, assez riche, je pense, pour répondre. Et si tu veux du plus moderne, Fabianus, orateur disert et élégant, brillant même, pour notre goût raffiné. Car comment faire, Lucilius? De quelle manière rendre ousia, la chose qui existe nécessairement, qui embrasse toute la nature, qui est le fondement des choses? Grâce donc pour ce mot, passe-le-moi. Je n'en serai pas moins attentif à user très sobrement du droit que tu m'auras donné. Peut-être me contenterai-je de l'avoir obtenu. Mais à quoi me sert ton indulgence? Voilà que je ne puis exprimer par aucun mot latin ce qui m'a fait chercher querelle à notre langue. Tu maudiras bien plus l'étroit vocabulaire romain quand tu sauras que c'est une syllabe unique que je ne puis traduire. Laquelle, dis-tu? To on. Tu me trouves l'intelligence bien dure, ils sont aux yeux que l'on peut traduire cela par quod est, ce qui est, mais j'y vois grande différence. Je suis contraint de mettre un verbe pour un nom, mais puisqu'il me faut, mettons quod est. C'est intéressant ça, parce que to on, il traduit lui par quod est. On va le traduire ensuite par ens. Et quand on va se trouver avec le problème de la traduction en français, on traduira par étant, qui passe très mal, mais qui, quand j'avais votre âge, étant, c'était très choquant. Maintenant, on trouve tellement que, bon, des fois, comme ça m'énerve, je n'aime pas les Heideggeriens, je mets individu, parce qu'un étant, c'est souvent un individu, mais bon, si on veut traduire Toon, il faudra dire l'étant. Donc je laisse les autres paragraphes, mais vous les lirez parce que vous verrez, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont discuté de Platon, ils ont discuté de cet arbre dichotomique qui va de Dieu à l'étang. Et il va distinguer le genre, l'espèce, le genre primordial, en mettant de côté l'incorporel. Et il va finir, c'est ça le plus intéressant, par l'idée et par l'étang par excellence, qui est Dieu, plus puissant que tout, et qu'on peut désigner par une multitude de noms. Donc, vous voyez le cadre. On a un problème qui est de traduire en philosophie des termes grecs inventés par Platon, pas tellement Aristote, parce qu'Aristote c'est un empirique, il ne va pas inventer s'il invente des concepts, mais il peut utiliser le vocabulaire courant. Mais Platon, ou Chrysippe, ou Zénon, là on ne sait plus comment les traduire. Alors, j'en viens maintenant à la christianisation du destin. Dans le De Constantia, Phillips ne veut pas traduire ses lettres, il veut s'en inspirer pour proposer une conception de la providence plus philosophique et plus neutre par rapport aux présentations théologiques. Il faut bien avoir dans la tête que quand on discute de la providence et du destin au XVIIe, on ne discute pas la providence générale et particulière, on ne discute pas du destin de Madame Soleil ou un autre, on discute de la prédestination. C'est-à-dire de savoir si, quand je commence à réfléchir, je suis prédestiné par Dieu pour être élu ou pour être damné. Et
la prédestination, ça peut induire soit une assurance de soi énorme, soit une panique énorme. J'ai connu quand j'étais à Fontenay, dans ma promo, une fille qui était calviniste et qui se pensait prédestinée et dont le problème était de savoir si elle était élue ou non. Alors son admission à Fontenay lui donnait des chances de croire qu'elle était plutôt élue que réprouvée. Mais elle ne pouvait pas éliminer. Alors ça nous paraît stupide, mais c'est pas stupide. C'est lié à une formation religieuse infantile qui était extrêmement contraignante. Or, le débat sur la prédestination, il a été extrêmement fort dans les États-Unis à la fin du tout le XVIe et au début du XVIIe. Pensez au débat entre Luther et Erasme sur le libre arbitre ou le serf arbitre. Donc c'est un débat qui est tout à fait fort et qui divise les catholiques qui ne croient pas à la prédestination, les luthériens qui ne croient guère et les calvinistes qui y croient fort. L'IPS vise surtout en pays calviniste. Donc c'est un problème patent. Et cette question est décisive donc, pour le christianisme, mais elle est aussi décisive pour l'acceptation du stoïcisme par les théologiens. C'est même une pierre d'achoppement face au christianisme. Je vous rappelle, si vous ne le saviez pas, que quand les essais de Montaigne sont présentés au Vatican, l'index lui reproche plusieurs choses, et notamment d'avoir trop utilisé le mot de fortune dans les essais. Or, qui dit fortune n'est pas le moins de dire fatum. C'est pas du tout vrai chez Montaigne, mais peu importe. Or, une conception, je vais dire juste, raisonnable, du destin est essentielle en philosophie pour fonder la vertu de constance. Donc c'est pas pour rien que c'est là-dedans. Pourquoi ? Elle est essentielle en métaphysique, car elle renvoie à la liberté, sommes-nous libres ou pas, et au sens de l'existence. Quand même pas rien. Mais elle est essentielle aussi pour la politique, parce qu'elle valorise la vertu d'obéissance et elle dévalorise la rébellion. On ne peut pas dire qu'on a raison de se révolter si la révolte ne mène à rien. Et elle est essentielle pour la science, parce que poser un ordre du monde qu'on ne peut pas changer, c'est dire que le monde est intelligible, que le réel est intelligible entièrement, et donc qu'on a raison de faire de la science et qu'on a raison de chercher les lois constantes de la nature. L'IPS va donc distinguer, alors vous n'avez pas ça dans le texte que je vous ai donné, entre une providence générale et une providence particulière. Ça, c'est banal. On peut le trouver, même en tordant un peu les textes du Nouveau Testament, on peut le trouver. La providence générale, elle est en Dieu, et là, il l'assimile à l'ordre universel de la nature. On retrouvera ça chez Spinoza. La providence particulière, dans l'Évangile, la providence particulière, c'est le souci particulier que Dieu a pour chacune de ses créatures. Il n'y a pas un cheveu de ta tête auquel il ne fasse attention. Mais là, la providence particulière, c'est le destin qui est dans les choses. Le destin de chaque chose, ce qui doit lui arriver. Avec une détermination qui est assez subtile. Entre la providence générale et la providence particulière, il y a un rapport de l'un au multiple. La providence générale, c'est ce qui unifie tous les destins particuliers, qui font qu'ils ne sont pas incohérents. Mais il y a une relation qui est beaucoup plus originale, enfin, que je ne l'ai guère trouvée que chez l'IPS, entre l'enveloppement et le développement.
la providence générale, elle enveloppe tous les destins particuliers. Les destins particuliers, ils développent la providence générale. Cela lui permet d'éviter la question épineuse du rapport entre la prédestination et la grâce. Et il me semble de promouvoir un optimisme ontologique qui compense ou contrebalance son pessimisme historique. Et vous allez voir que dans ces textes qu'on va prendre maintenant, il développe à la fois quelques analyses, enfin des définitions qui sont mises en majuscules, et puis des citations dont, alors vous remarquerez d'abord que quand il cite des auteurs grecs, il les cite en grec, puis il les traduit en latin. Et bon, il y a des citations, puis il y a toutes les crypto-citations que les commentateurs et traducteurs s'échinent à retrouver. Et il y a un autre texte que celui sur le destin où on retrouve exactement la même méthode. C'est un commentaire que Lipps fait dans la Malédiction, je crois, sur la lettre 88, paragraphe 34 de Sénèque sur l'âme. Les caractéristiques de l'âme chez les stoïciens, il y reprend. Alors, ce qu'on pourrait faire, Smaranda, tu me dis, il est 10h50, ou bien on fait une petite pause de 5 minutes, mais je voudrais que vous preniez 20 minutes après pour lire à deux le texte. Alors, le chapitre 18, vous ne lirez pas tout, mais le fatum mathematicum, le fatum naturale, les deux premiers paragraphes. Est-ce que ça serait pour... Tu me dis, hein, si c'est pas raisonnable. On pourrait mettre 20 minutes. Je vous demande pas de le traduire, parce qu'en plus, vous avez la traduction anglaise, qui n'est pas bonne. Mais je vous demande au moins de le lire et de le comprendre. Et puis, après, vous aurez toujours les textes. Moi, je vous expliquerai ce qui me paraît important. Et après ça, je prendrai sans les traduire les textes sur les jardins, et puis on finira par le petit texte sur la rue de vie du professeur d'université. On se fait 10 minutes de pause jusqu'à 11h. Il faut les justifier, ces stoïciens. Les excuser de ne pas avoir défendu un destin trop sévère. Alors, Lipps va donc distinguer, vous n'avez pas lu les trois, mais au moins vous avez vu, un fatum mathematicum, un fatum naturale et un fatum stoicum. Le fatum mathematicum, on dirait aujourd'hui, pas mathématique, mais on dirait le destin des astrologues. C'est-à-dire celui qui lie les actions et les événements à la force et à la position des étoiles. Alors, est-ce qu'un latiniste de service peut me dire ce que c'est exactement? Parce que j'en sais rien. Posituram stellarum, vim siderum, donc la force des astres, et posituram stellarum. Positura, c'est position. Position. Ok. Alors, le destin des astrologues prédisent l'avenir à partir de la position des astres. Bon, cette stupidité sera vertement dénoncée par Bayle dans les propos sur la comète, mais ça dure toujours. Ici, ce qui me paraît frappant, c'est que Lipps ne la dénonce pas. Il essaye de l'intégrer dans sa propre conception. C'est-à-dire, il faut penser un rapport entre la providence, en haut, qui chapeaute la nécessité, qui chapeaute, on verra pourquoi après, la destinée, qui chapeaute les étoiles. On peut remonter des étoiles à la destinée, mais à condition de continuer à remonter jusqu'à la nécessité et à la providence. Et on voit que les références justificatives ne sont pas des textes d'astrologues, mais où... j'essaie de retrouver le nom, ou d'alchimistes, mais des textes
d'Hermès Trismégiste, Sublimis ille Mercurius, dont il cite un passage du Corpus Hermeticum qui a été finalement retrouvé, c'est dans le volume 3, fragment 12, et il le cite en grec et il le traduit en latin. Et là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir la correspondance entre les termes. C'est-à-dire, pronoia, ça devient, c'est providentia, logos, c'est ratio, qu'est-ce qu'on avait vu, ananke, c'est necessitas, eimar mene, c'est fatum. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce destin, il est soumis à la providence. Donc, il y a un équivalent tout à fait correct des termes grecs en latin, mais la différence entre le corpus hermétique, qui est pris ici comme modèle du destin astrologique, et le corpus stoïcien, c'est que dans le corpus hermétique, les astres servent le destin, qui sert la nécessité, qui sert la providence, mais personne ne peut échapper au destin. Dans l'hermétisme, ces réalités sont des forces qui ordonnent le monde et la matière. Dieu a établi l'ordre ou la raison du monde et il s'est servi pour cela des astres. Et ça, évidemment, ça va complètement disparaître. Vous avez même une référence à la fin à la nef des fous, et ineadem stulta navi odie, astrologorum fere ludus. Donc, la foule des astrologues, on la renvoie dans la nef des fous, on en fera plus rien. Le fatum naturale, ça c'est déjà plus assimilable, parce que le fatum naturale, le destin naturel, ça désigne l'ordre naturel des causes qu'étudie la science. Ad naturale fatum voco, ordinem causarum naturalium quae, lisim pediantur, oui et natura sua, certum eudemque producum effectum. Le destin, c'est la nature de chaque chose, et on va voir que Homo serpentem lignit aut monstrum praeter fatum, c'est l'homme qui ne peut pas engendrer un serpent ou un monstre, parce que ça serait contre le destin, et c'est bien Homo, c'est-à-dire un individu de l'espèce humaine, ça n'est pas ouïr, et ça n'est pas non plus, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dirait, féminin. Parce que c'est bien l'espèce. Un homme engendrant un homme et pas un serpent, ça vient de Virgile, ou un monstre, ça vient de Cicéron. Nous on dit les chiens ne font pas des chats. Mais Lips ne précise pas ce qu'il faut entendre par nature ou fusis. Ten eimarmenen einain ten ecastu fusim. Fatum esse uniusque naturam. Est-ce que c'est la nature au sens de l'espèce biologique ou est-ce que c'est l'essence? Ce qui se produit contre les destins, c'est qu'un homme engendre un serpent ou de mourir accidentellement par le glaive et le feu et pas naturellement de vieillesse ou de maladie. Lips ne dit pas que cette position est juste, il dit qu'elle n'est pas complètement fautive. Sententia non valde peccans, quia ad vim fati ne ad sordid quidem. Suit une crypto-citation de Cicéron qui m'éviterait la chute s'il ne grimpe pas, puis une référence au traité du monde qu'il attribue toujours à Aristote et dont on sait aujourd'hui que c'est un traité du 1er siècle. Je ne sais pas à qui il est attribué, moi j'ai toujours entendu pseudo-Aristote, mais si vous avez des informations plus récentes, vous me dites. Le destin, quand il dit que le destin n'est pas cause, il veut dire qu'il n'est pas cause efficiente, totale et encore moins cause formelle, qu'il est tropos, modus,
c'est-à-dire un mode accidentel de la cause subordonnée à l'ordre général de la nécessité. Et dans ce petit passage, il y a beaucoup de références à, enfin, pas très explicitées, Alexandre d'Aphrodise, Stobé, Virgile, Cicéron, c'est-à-dire de tous ceux qui ont écrit sur le destin. Et ce qui me frappe, c'est que mon livre, s'il produit enfin, la constance, c'est plus ancien, mais les derniers textes sur la physique des stoïciens, où il y a aussi question du destin, c'est 1604. Et 15 ans après, à peu près, Grotius, juriste, écrit tout un traité des fataux, qui est un florilège de citations sur tous les auteurs antiques qui ont traité du destin, et où il n'y a aucune analyse philosophique ou théologique. Donc c'est vraiment un thème qui les obsède, quoi. Alors maintenant, on en vient au destin stoïcien. C'est mytho, ça va, je finis avec eux. Ad stoikos meos benio. Et vous verrez que la répétition de ces adjectifs personnels, mes stoïciens, Sénéca Noster. Alors quand il dit Sénéca Noster, il ne veut pas dire simplement Sénèque dont je m'occupe, mais Sénèque qui est des nôtres, c'est-à-dire qui est un chrétien, que je peux christianiser. Le fatum stoicum, qui a donc les préférences de Lipse, est défini par Sénèque et Chrysippe comme un destin violent. Violent, pourquoi? Simplement parce que aucune force ne peut rompre l'ordre total imposé par Dieu. Et ce Dieu, on va voir qu'il sera défini d'abord comme Deus Optimus Maximus, Dieu très grand et le meilleur, pour dire que, d'accord, il y a plein de divinités dans le polythéisme des anciens, mais il y en a quand même un qui est au-dessus de tous, Zeus, et celui-là, c'est le meilleur et le plus grand. Donc, Dom, Deus Optimus Maximus, c'est le nom de Zeus qui peut aller avec le Dieu des chrétiens. Si je peux me permettre une parenthèse qui n'a strictement rien à voir. Vous connaissez Voltaire, vous connaissez son esprit irrévérencieux. Voltaire se fait construire un château à Ferney, et il y a l'église paroissiale qui lui bouche la vue sur le mur. Donc ça ne va pas du tout. Donc il fait détruire l'église. Mais les Genevois, ce n'est pas des enfants de cœur, ils font un procès. Et ils le mènent. Et Voltaire est condamné à reconstruire l'église. Dans toutes les églises, catholiques ou protestantes, elles sont dédiées à un saint, à la Vierge. Surtout catholique. Surtout catholique. Les temples, ils ont repris la cathédrale Saint-Pierre à Genève, elle n'est pas catholique, mais elle s'appelle quand même cathédrale Saint-Pierre. Spinoza peut le faire, mais ça ne peut pas. L'église est tout à fait quelconque. Elle a son fronton, et dessus, il met en gros, on dirait en petite capitale, Deo, en romain, Erixit, et en grande majuscule, Voltaire. On ne voit que ça. C'est un peu ça, quoi. Sauf que là, Voltaire se prend pour Dieu, mais Dieu est défini comme le plus grand, la force la plus grande, la grande force ordonnatrice du monde. Et d'où, à la fin du texte, vous avez vu, tous ces noms de Dieu. Tous les Vénus, c'est d'homme en tant qu'il est force de fécondation. Mars, c'est d'homme, le Dieu le plus grand et le meilleur, en tant qu'il est force de défense, etc. Donc, Lipse va adoucir ce caractère violent, et il l'adoucit par une référence à Sénèque, que vous avez... je suis en train de chercher où elle est. Semper paret Sénèiusit, c'est-à-dire une fois
il a ordonné, et toujours il obéit. Donc Zeus lui-même obéit au destin qu'il a ordonné. Et à la limite, on va finir par oublier qu'il l'a ordonné, parce que ce n'est pas une force créatrice. On va considérer que Dieu se confond avec l'ordre de la nature totale et qu'il obéit lui-même à cet ordre. Alors, il y a une conséquence évidente qui n'est pas tirée là, hein, mais qui sera tirée par d'autres, c'est que le miracle est impossible. Parce qu'alors Dieu serait un bricoleur maladroit. Lipps ne dit pas ça. Hein. Mais cette revalorisation de Dieu comme le grand ordonnateur, ça permet ensuite cela. À la fin de l'analyse du destin stoïcien permet de rapprocher le vrai fatum de la providence, dont il est le déploiement, et de Dieu. Il faudra donc distinguer entre les authentiques stoïciens, Germani, Verique, Stoïki, et des rhéteurs, dans lesquels il range Chrysippe, ce qui est quand même un peu fort, parmi les Chrysippe parce qu'il est un trop subtil dialecticien, qui, forçant le destin, atténue la liberté. Il faut prendre le destin, mais en l'interprétant sané et modesté, sainement et avec mesure. Donc, au lieu de soumettre Dieu au destin, et nous-mêmes, on soumettra l'ordre du monde ou la nature, et donc le destin, à Dieu. Donc, on soumettra Deus, Deo. On soumettra Dieu à Dieu. En montrant que la providence est un des noms de Dieu. Et là, Lipps, c'est page 80, la fin du paragraphe, utilise un texte des bienfaits de Sénèque qui énumère les différents noms de Dieu en considérant chaque nom comme désignant un aspect ou une force de son essence. Quoties voles inquit, tibi licet aliterum octorem rerum et naturarum compellare. Et Iovem, illum optimum ac maximum, rite dices, et donantem, et statorem. Qui non ut historici tardiderunt, ex eo quod post votum suspectum acquies Romanorum fugientum stitit, sed quod stom beneficio ius omnia, stator stabilitorque est. Eundem, donc toujours Iovem, fatum si dixeris, non mentiris. Nam, cum fatum nil aiunt sit, quam series implexa causarum, ille est prima omnium causa, est qua ceterae pendant. Et vous avez bien cet enveloppement implexa des causes. Mais donc, on notera ici qu'il est toujours question de cause et jamais de raison. C'est-à-dire de cause efficiente, mais pas de cause formelle. Parce que ce qui est en question, c'est ce qui se produit. Le destin concerne les événements et non pas l'essence des individus. Mais Lipps n'hésite pas non plus à simplifier en traduisant par exemple Akhenaton ou Siane, une essence immuable, par stabilis natura, une nature stable. C'est-à-dire, chaque fois qu'il peut, il diminue la force nécessitante des textes sur le destin. Pour finir, ce passage se caractérise par l'importance d'une traduction nuancée par des adjectifs pour éviter l'accusation de fatalisme et de très nombreuses références à des auteurs stoïciens, à quelques pères de l'Église, à des néoplatoniciens et à des doxographes antiques. Leibniz a reconnu l'importance de ce travail. Pendant tout le XVIIe siècle, qui parle de fatum stoicum, pense d'emblée à la Physiologia Stoicorum de Lipps, au moins autant qu'au De Fatum de Cicéron. J'en prends pour preuve les notes de lecture de Leibniz qui ont été rassemblées par Grua et qui nous montrent le philosophe au travail, les outils dont il se sert, ainsi dans le De Religione Magnorum Virorum
de la religion des hommes illustres, il écrit Huius erroris, c'est-à-dire l'erreur qui consiste, l'erreur des fatalistes, qui assujettissent Dieu à la nécessité. Huius errorit accusantur stoici. On accuse les stoïciens de cette erreur. Quos justus lipsius defendit, cum tamen, omnia ex divinis decretis, libera vel Dei vel creatura voluntate eveniant, et si certo ordine quod Deus infallibiliter novit. Et de même dans la Théodicée, au paragraphe 332, lorsqu'il veut présenter la thèse de Chrysippe, Leibniz fait confiance à Lipse plutôt qu'à Cicéron, alors que Cicéron est plus ancien, pour une reconstruction correcte de la pensée du stoïcisme antique, et il résume les textes d'Olugel qui ont été évoqués par Lipse. Alors, comme l'heure tourne, mais c'est bon, j'en viens maintenant au texte, on passe le latin de professeur, on va y revenir tout à l'heure, je passe au texte littéraire. En gros, la Constance, c'est l'histoire d'un jeune chercheur qui quitte sa ville ravagée par les guerres civiles, les guerres de religion, dont la bibliothèque a été brûlée et qui s'enfuit. Mais sur son voyage, il s'arrête chez un vieil ami, Langus, qui va le réconforter, qui va un peu le gronder et qui va le convaincre de retourner chez lui. Et dans la Constance, il y a deux parties. Enfin, il y a une préface qui justifie l'appel au livre ancien. Et il y a deux parties. Dans la première, l'Ipsus, c'est beaucoup plat. Et dans la seconde, l'ange va prendre le dessus. Mais avant qu'on en revienne à un discours philosophique, il y a 3 chapitres qui m'ont donné beaucoup de mal à traduire, je le dis tout de suite, sur les jardins. Pourquoi les jardins? Parce que dans la littérature philosophique de la Renaissance, le jardin a une grande importance. On le trouve aussi chez Erasme. C'est un lieu consacré aux muses. C'est un espace propice à la méditation et à la réflexion. C'est un refuge contre le monde et les troubles du temps. C'est pas encore le jardin clos de Julie dans la Nouvelle-Héloïse, mais ça y ressemble quand même. Si je peux rajouter. Vas-y. À Lyon, vous avez un bel exemple de jardin Renaissance sur la terrasse du musée Gadagne, si vous avez le temps de le visiter. C'est à nouveau ouvert, oui. D'accord. Le jardin est un havre et une clôture. Il est fermé au monde et à l'histoire. On y est entre soi dans le présent. Il est interdit aux femelles. Lys avait un jardin et il était marqué à l'entrée que nulle femelle n'entre ici, ni femme, ni chienne, ni je sais plus quoi. Au moment Athos. Au Mont Athos. Voilà, c'est ça, voilà. Il n'y a pas de chienne non plus au Mont Athos? La légende dit. Ah, d'accord. Mais ce jardin n'est pas ouvert à tous les hommes. Il est fermé à la plupart des hommes, sauf les poètes et les philosophes. C'est un lieu placé sous le patronage d'Apollon, où, après la méditation silencieuse, ne s'exerce d'activité que littéraire. Voici, Lipse, le véritable but, le véritable usage des jardins. Otium, secessio, meditatio, lectio, scriptio. Le repos, la retraite, la mise à l'écart, la méditation, la lecture, l'écriture. Donc ça, c'est la règle du jardin. La deuxième loi du jardin, c'est le choix des convives. On n'y invite pas n'importe qui. On ne doit pas être très nombreux. Et ce sont des gens avec qui il est possible locare licet, narrare licet, rogare licet, inter ambulandum dicere, doce, disque. On peut plaisanter, on peut rire, on peut raconter, on peut interroger sans rien de sérieux ni d'agressif. Lipse a eu un jardin, puisque je vous dis la fameuse pancarte
qui fait hurler toutes les femmes, commentatrices. Mais, plus marrant, il a participé à la spéculation sur les tulipes. Alors, il a dû vendre à temps, il ne sait pas où il est. Mais il y a eu, à la fin du 16e, en Hollande, une spéculation sur les oignons de tulipes. On aimait beaucoup. C'est une période où arrivent des tas de fleurs à la fois d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Inde, ou d'Indonésie, puisque les Hollandais commercent beaucoup là-bas. Et à la fin de la spéculation, quand la bulle a éclaté, un oignon de tulipe valait le prix d'une maison. D'une maison. J'arrive pas à me représenter ça. Enfin, je sais pas vous. Mais, remarquez les bitcoins, c'est probablement pareil. Donc c'est. Et donc, au milieu d'un essai philosophique présenté comme une discussion entre un jeune déboussolé par les malheurs du temps et la perte de sa bibliothèque, et un sage plus âgé qui en a vu d'autres, les 2 premiers chapitres de la seconde partie sont consacrés à la description du jardin de Lang et de leur importance pour la réflexion philosophique. D'ailleurs, Lang a 2 jardins. Un jardin qui est dans le périmètre des habitations, donc où on voit les maisons, mais on ne dit pas ce qu'on y cultive. Est-ce que c'est un jardin potager? J'en sais rien. Et un autre au bord de la Meuse, donc une rivière, et qui lui est consacré aux muses. Et on va voir, alors je ne vais pas les traduire, mais vous avez les textes, donc vous les lirez. Il me semble qu'il y a 2 attitudes face au jardin dans ces textes. D'abord, le premier chapitre, c'est le point de vue de Lange qui découvre le jardin, le point de vue de Liszt qui découvre le jardin de Lange. Il est ébloui. Il est ébloui par la prolifération des fleurs, l'ordre des parterres. C'est un jardin baroque qu'on nous présente. Et il me semble que c'est un jardin épicurien, où domine la jouissance sensible. Et puis dans le 2e chapitre, on voit un point de vue plus moral et stoïcien. Là, c'est plus les parterres de fleurs, c'est la pergola où on est à l'ombre pour manger, pour discuter. Et ce jardin-là est le lieu d'une réflexion, d'un loisir actif et pas d'une oisiveté stérile. Alors je vous avoue que quand j'ai traduit ces chapitres, j'en ai bavé, parce que je ne trouvais pas les mots dans Gafio, ni dans les dictionnaires. Et moi, je ne savais pas ce que voulait dire areola, que j'ai traduit par parterre, pulvillus, que j'ai traduit par coussinet, les textes sur la croissance des fleurs. Moi, j'ai un jardin, j'aime bien les fleurs, mais comment elles éclosent, comment on les fait pousser à partir de graines ou à partir de boutures, leur mort, etc. Là, c'est un peu compliqué. Donc, les bons latinistes ont le droit d'améliorer ma traduction. Mais, alors que moi, quand on ne sait pas quelque chose, on se rattrape sur autre chose. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le nombre des allitérations et des jeux de mots. Ciné, actionné, agate. Il agit sans action. Ou ciné, élaboré, élaborette. Il élabore mais sans travail. Et puis des crypto-citations. Alors moi, la crypto-citation qui m'amuse, c'est dans le chapitre 1. On va se promener, dit Land. On va se promener, dit Liszt. Mais où irons-nous? Si tu veux, on ira dans nos jardins, dans mes jardins qui sont près du fleuve, donc dans le jardin, dans le 2e. Et vous avez, vous regardez, et cum dicto, palia poposcimus, subsimus, evimus, inivimus. Cum dicto, aussitôt dit, palia poposcimus, nous avons demandé nos manteaux, subsimus, nous les avons mis, evimus, nous sommes partis, inivimus, nous sommes arrivés.
Bon, moi, quand je lis ça, c'est Veni Vidi Vici. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à ça, quoi. Comme César, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Alors là, effectivement, il est venu, il a vu, et qu'est-ce qu'il a vaincu? Sa peur. Il a vaincu ses passions tristes. Mais vous avez aussi d'autres crypto-références, les Imagines Muscarum, les images de mouches, qui renvoient au Satyricon de Pétrone, les jardins d'Adonis et d'Alcinous, qui renvoient à l'Odyssée et à Pline. Vous avez des répétitions, Amoenam, Amoenitas, vous avez des références, le Kelum Hortum, le rapprochement du jardin et du ciel, qui peut faire penser aux Champs-Élysées, mais qui rend aux Champs-Élysées pour un ancien et au paradis pour un moderne. Bon, alors s'il y a quelqu'un qui aime bien les jardins, qui est doué en fleurs, et qui saurait me dire quelles peuvent être ces scintillantes nicantesque flores, ces fleurs éclatantes et scintillantes, qu'est-ce que ça veut dire? Des fleurs éclatantes, je vois bien, c'est des fleurs vives, enfin, avec des couleurs inattendues. Et qu'est-ce que c'est que des scintillantes flores? À moins que scintillantes ne veuille pas dire scintillante, mais ça, j'ai séché. Vous avez une idée? Ça veut peut-être dire deux fois la même chose. Ah d'accord, ok. Parce que... Des fleurs éclatantes, quoi. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il pratique beaucoup la Cupia Verborum. Ouais, voilà. c'est bon. Et donc, Scintillantes et Nicantes, effectivement, ceux qui... Nicaré, c'est ce qui brille aussi. Hein, oui. Donc, et Scintillare, bon, donc et brillante, alors. Ça peut être juste la Cupia Verborum. Oui, d'accord. Parce qu'il y en a avec... oui, d'accord. Il y en a avec la traduction du grec aussi. Donc, alors, après, bon, tout le chapitre 1, avec ses exclamations, me donne à penser qu'on est dans un jardin épicurien, plutôt c'est toujours le même jardin, mais dans une conception épicurienne du jardin, et notamment, j'en prends pour preuve le titillat aec voluptas, ce vocabulaire-là. Et ensuite viendra l'éloge de l'ordre, de la disposition des parterres, de l'abondance des fleurs rares, européennes ou amérindiennes. Noster, aut, alter, orbis. De notre monde ou de l'autre monde. En un petit espace. C'est-à-dire qu'après le jardin épicurien viendra le jardin stoïcien. Mais dans le chapitre 2, Lipse va faire l'éloge des jardins dans les littératures sacrées. Le jardin, c'est le sedes beate vitae, c'est le lieu de la vie heureuse. Et dans la littérature profane. Et il va lister tous ces grands personnages qui ont eu un jardin, des civils, des politiques, et qui en ont fait un usage analogue, c'est-à-dire un refuge contre le forum et la ville, dans un lieu clos et protégé de la fureur du monde. Lipse, il est pour le confinement. C'est un jardin. Chapitre 3. Contra curiosos quosdam dissertum, qui hortis ad vanitatem et ignaviam abutuntur, quis verus eorum usus, sapientibus et doctis idoneos esse, sapientiam ipsam altam ignis et educatam. Il faut se défendre contre une critique qui veut que les jardins engendrent la vanité et la mollesse. Vanitas et torpor, qui s'oppose à la modesta voluptas et quies. Et on verra, il y a, je ne sais plus où c'est, Lipse dit ces gens qui préfèrent leur fleur à leur ami. C'est-à-dire qui préfèrent donner des sous pour acheter une fleur plutôt que donner des sous à un ami. Et on retrouvera ça chez Malebranche, il faut toujours préférer son ami à son chien. Voilà. Bon.
Le véritable bénéfice du jardin, c'est d'être protégé de l'extérieur, de pouvoir résider en soi, clausus contra externa, intra me maneo. On pense à Rousseau aussi. Il y a toute une continuité entre ces textes-là. Mais on va résider en soi pour mieux se soumettre à la raison et à Dieu. Ut fractum subactumque unc animum, rectae rationis ac Deo subiciam. Donc voilà pour les jardins, vous les relirez. Ce qui m'a amusé dedans, pas beaucoup, mais juste le temps. Ce qui m'a amusé, c'est évidemment, c'est un style qui ne ressemble pas du tout au reste du volume. C'est un style beaucoup plus fleuri. On a l'impression que Livre dit, bon, moi aussi je peux faire de la littérature. Alors, pour finir, un texte qui est tiré de la physique des stoïciens, au début du livre 3, donc ça ne ressemble pas beaucoup, et qui est un petit divertissement qui liste les occupations qui empêchent l'enseignant-chercheur de travailler pour lui. Il a des lettres à rédiger, des discours à écrire, des soucis, des activités qui ne rentrent pas dans les choses sérieuses. Il n'y a pas de vacances depuis l'enfance, il faut répondre à des lettres, il y a toujours des étrangers qui demandent une inscription sur leur livre de voyage pour prouver à leur université, c'est du tampon, qu'ils ont bien rencontré Lips. Il y a des compatriotes qui demandent qu'on lise leurs textes, qu'on les corrige, qu'on amende leurs livres. Il y a ceux qui veulent des dédicaces. Nous, c'est fini ça. Vous en faites pas. Encore que. Et puis, il y a quand même des étudiants qu'il faudrait instruire, diriger, orienter. Donc, le chercheur, il n'a pas de temps pour des pensées originales, fécondes, bref. Le seul temps qu'il trouve, c'est dans sa promenade vespérale sur les remparts, ou dans la campagne, où il rumine les pensées des anciens et des modernes, où il parcourt la pensée grecque et latine, à la fois philosophique et philologique, mais pas théologique. Donc, je lis, vous lisez le texte et je vous lis ma trace, ça vous va ? Voilà ce qui nous arrive. Le courrier, les discours, d'autres obligations ou actions qui nous occupent sans arrêt. À peine si cela nous laisse un peu de temps pour les affaires sérieuses, sauf ce qui reste des moments perdus. La condition de tous les gens occupés, dit Sénèque, on peut dire survécu, est misérable. Plus misérable encore, celle des gens qui ne travaillent pas pour eux-mêmes. J'ai l'impression qu'il a écrit ça pour moi, ou du moins, cela me convient-il, assurément. Moi qui, comme Drusus Livius, pourrais m'écrier « En voilà un qui n'a pas eu de vacances depuis son enfance. » À peine suis-je levé que j'ai des lettres auxquelles répondre. J'ai des mails. Non, mais c'est ça. Cela fait, d'autres occupations m'attendent. Mon domestique. Un notable ou un jeune homme qui vient de France, d'Allemagne ou de Pologne voudrait vous présenter ses respects. Il entre, il lui faut un témoignage d'amitié sur son journal. Je respire enfin, lorsque l'un de nos compatriotes belges « Tenez, me dit-il, voici un poème ou de la prose de ma composition. Je désire un coup d'œil. Faites mieux, critiquez et corrigez. Faites mieux encore, mettez-y quelques vers ou un mot d'éloge. Écrivez-moi une préface. » C'est ça. Je me crois enfin débarrassée. Pas du tout. Composez-moi donc, me dit un autre, une épitaphe pour moi ou pour mon frère, mon père ou un ami. Une inscription pour une maison, une citadelle, un hôtel. Que dirais-je de la jeunesse des écoles et de tes semblables? Vous savez que je suis à ses ordres pour l'écouter, lui répondre, la diriger, la mettre dans la voie des études que j'estime la bonne. C'est de tous mes travaux celui qui me pèse le moins. Et quelle différence d'aider de la voix ou de la plume, si ce n'est que l'écrit atteint peut-être plus de gens. Je voudrais avoir moins de thèses à lire et plus de temps pour écrire mes propres articles. Et ça servira à plus de gens. Mais si la voix ne touche qu'un plus petit nombre, elle le fait peut-être avec plus d'efficacité et de fruit. C'est là presque toute ma vie. Et je suis conduit à supporter que la patience rende plus supportable ce qu'il n'est pas possible de changer, que la sagesse allège ce que je supporte à ma mesure. Il est toujours temps pour des pensées bonnes, quoique brèves. Je fais donc ce que je peux, mais avec combien plus de profit et de liberté, lorsque je puis faire ma promenade du soir. Tu connais mes habitudes, et là on pense au petit percante,
qui sort tous les soirs, sauf quand il va acheter Rousseau. Faire ma promenade du soir sur les remparts de la ville, dans les prés ou dans les champs. C'est là que je retrouve ma pâture, que je remue et rumine des idées anciennes et nouvelles, que je parcours la Grèce et le pays latin, les thèmes littéraires et philosophiques. Et bien voilà, ça n'a pas changé. Donc, j'ai fini. Si vous avez des questions, vous pouvez. Et sinon, on va aller dans ça. Je voudrais sur le texte de la constance. Vous avez dit, il y avait des références à Cicéron. Et en fait, quelque chose qui me surprend parce que, alors une fois comme référence mais Cicéron, dans de la divination, précisément considère qu'il n'y a pas un enchaînement de causes, mais que la cause est rétrospective dans la divination et qu'il y a une sympathie universelle, une contatio, qui permet de comprendre de quoi ceci est le signe, etc. Donc il le dit à la fois pour les astres, mais aussi il prend l'exemple d'un homme qui engendre un serpent ou ce genre de choses, l'idée de monstruosité, en disant que ce n'est pas au-delà et contre le tatou, mais au contraire que ça correspond à l'ordonnancement de l'univers tel que le pensaient les stoïciens, qu'il y a une telle cohérence dans la nature que... Mais la cohérence de la nature ne permet pas d'engendrer des monstres. Il ne me semble pas chez Cicéron. Enfin, ce n'est pas une cohérence de la nature, mais de l'univers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture. Alors, je pourrais répondre deux choses. Un, il ne s'intéresse pas à la divination, sauf dans la physique des stoïciens, et pas dans la constance. Il n'en a pas besoin, parce que s'il s'y intéressait, il faudrait qu'il se lance dans un discours sur les prophètes. Et il ne veut pas parler ni des prophètes ni des miracles. Alors, pourquoi il cite le de fato et pas le de divinationné? Eh bien, comme vous et moi, quand on écrit un article ou une thèse, on va citer les auteurs qui vont dans notre sens et on ne va pas citer ceux qui n'y vont pas. Je crois que c'est tout bête, mais c'est ça. Je suis d'accord avec vous, mais Cicéron ne croit pas à la divination. Et au fond, il la ridiculise. Et c'est Cicéron qui a dit que deux augures ne pouvaient pas se rencontrer sans se prendre la gueule, sans rigoler. Donc, il ne va pas citer, je crois, la divination pour ça. Il citera le de fato et beaucoup aussi le de natura deum. Mais ça me paraît logique, on ne commente pas Sénèque par Cicéron. On va simplement dire, Sénèque a dit ça, et il retrouve quelque chose de Cicéron. Mais vous avez raison. Vous avez raison sur la forme et tort sur le fond, si je puis dire. Parce qu'il n'a pas besoin de ces textes-là. Autre question? Ça vous a amusé ou pas? Ah oui. Là, il y a une éventuellement sur la... dans la lettre, là, pour la traduction de Torone, on voit qu'il prend beaucoup de précautions oratoires. Attendez, dans la lettre de Sénèque que j'ai photocopiée. Voilà. Là, c'est une traduction, c'est un truc que j'ai trouvé sur Internet, hein, donc c'est pas la traduction. Non, mais je veux dire, le texte prend beaucoup de précautions oratoires pour pouvoir dire qu'on va dire codeste. Voilà. Et il y a effectivement une précaution, enfin, la restriction qui est faite, c'est qu'on est contraint de mettre un verbe pour un nom. Moi, je me demande, est-ce que, enfin, justement, il dit que quand il traduit le grec en latin, il y a des moments où justement il fait micantes et scintillantes. Bon, c'est-à-dire que il fait des doublés. On a des doublés. Hein, on a Oplone, on a Arma et Tella pour Oplone. Et il y a Efficiunt et Perficiunt pour Abotelus. Mais est-ce que c'est pas une manie du temps, ça? Alors, justement, ce que je me demande, c'est jusqu'à quel point c'est simplement formel, c'est-à-dire que justement c'est de la copia web. Est-ce qu'il y a
est-ce que c'est linguistique, est-ce que c'est rhétorique ou est-ce que c'est linguistique? Moi, il me semble que c'est rhétorique. C'est purement rhétorique? Mais Ouais. Je sais pas, je me c'est demande. l'intuition que j'ai, hein. Parce que le doublé rajoute pas de sens. Bah, pour Oplon, on pourrait dire que Oui, c'est ça. arme défensive C'est et ça, arme défensive et. Ouais. Oui. Oplon, c'est l'ensemble de la panoplie. Mais il se. Par exemple, moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il se dit on va remplacer un participe par un verbe. Mais il ne se pose pas la question du taux, qui sera la question qu'on se posera beaucoup plus quelques années après, c'est-à-dire les Grecs ont la possibilité Bien sûr, de l'article. de l'article. Et c'est pour ça que je me demandais si cette restriction, enfin cette précaution qui est prise de dire ça me jette parce que je mets un nom plutôt qu'un verbe, là aussi, est-ce qu'elle est uniquement linguistique, rhétorique, ou est-ce qu'en plus il y a elle est philosophique aussi, c'est-à-dire qu'elle porte aussi sur le sens finalement. Est-ce que c'est ça qui les gêne, ou est-ce que c'est la pratique de langue, la pratique linguistique de devoir changer de catégorie? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que il n'y revient pas, quoi. C'est juste un cas. Et c'est en traduisant ça que je me suis dit, mais ça me fait terriblement penser à Sénèque. Donc, et puis c'est pareil, comment on fait pour traduire en latin Platon? Platon est trop subtil pour la traduction latine. Hein, tous les termes qui désignent l'idée. Je ne pourrais pas vous dire si c'est pas. Moi, ça m'apparaît rhétorique, mais c'est aussi parce que je ne suis pas douée en linguistique, quoi. C'est-à-dire, plus on connaît un domaine, plus on y voit des choses. Oui, et je me demandais aussi ce qu'il y avait derrière le mot traduire, en fait. Quel est le mot, de l'original? Il dit pas. Où est-ce que quand il y a, tu me trouves l'intelligence bien dure qui saute aux yeux, que l'on peut traduire cela par codex. Quel est le verbe qui est derrière traduire? C'est dans le. C'est dans la lettre, oui, dans le texte. Non, dans le texte de Sénèque. De Sénèque. Ah, je sais plus. Mais ça, on le retrouvera. Hein. Je veux dire, Sénèque en latin, je peux chercher ça tout à l'heure. Oui, sur non, je Internet. vais le chercher dans Je sais pas. Parce que je me demandais si c'était une transposition de termes. Parce qu'à la limite, pour apotélousie, efficiunt et perficiunt, on peut se dire qu'on a besoin de efficiunt et perficiunt pour faire apotélousie. Pour rendre apotélousie, c'est-à-dire que c'est pas uniquement rhétorique. D'accord. Le apo, il n'est pas que dans. Oui, je comprends bien ce que vous dites. Enfin, bon, voilà. Bon, ça vous a paru du latin facile? Oui. Oui. Enfin, pour moi, c'est beaucoup moins facile que Descartes, Spinoza, même Leibniz, Clauberg. Ça, c'est du latin facile. On s'arrête? Oui. Merci beaucoup. Merci. Bon, voilà, je veux une standing ovation. On se lève pour aller.